RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons David Cormand, député Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On va parler bien sûr des élections municipales. Mais avant, on va parler de Fessenheim. Donc la doyenne des centrales nucléaires françaises s'est arrêtée hier après 43 ans de bons et loyaux services. Enfin bon, je ne sais pas pour vous. Cet arrêt va conduire à une hausse d'émissions de CO2. Donc fermer cette centrale, est-ce que dans le fond, ce n'était pas une fausse bonne idée ? D'abord, la fermeture de Fessenheim n'entraîne pas mécaniquement une hausse du rejet de gaz à effet de serre ou de CO2. Pour que ce soit le cas, il faudrait que ce soit compensé par la fabrication d'une nouvelle centrale électrique, au gaz ou au charbon, ce que vous voulez, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que dans le plan de baisse en charge du parc nucléaire français, c'est compensé avant tout, en principe, par des économies d'énergie. Il faut comprendre que quand on parle de transition énergétique, la question qui est fondamentale, au-delà de la production autrement d'électricité, c'est la baisse de la consommation énergétique. Les Allemands qui sont en train de réussir leur transition énergétique après être sortis du nucléaire, ils sont en train de petit à petit sortir du charbon, c'est parce que d'abord, ils font énormément d'économies d'énergie. Et ensuite, pour ce qu'il reste à devoir consommer, c'est en développant le renouvelable. Problème, c'est qu'en France... C'est que 8% le renouvelable. Aujourd'hui, en France, oui. C'est autour de 20%. Mais... il y a eu une croissance de plus 20 l'année dernière, mais c'est autour de 8% de production d'électricité. Je crois que c'est un peu plus, parce que le nucléaire, c'est 75. Ouais. Et du coup, ce qui reste, c'est renouvelable. On a très peu de charbon en France. On a 11% de barrage, 8% de gaz c'est, okay. et 8% le barrage, ça peut être compté comme renouvelable, mais vous avez raison, c'est pas éolien et c'est pas photovoltaïque. Pourquoi on est dans cette difficulté-là aujourd'hui ? Parce que la France a peu fait d'efforts en économie d'énergie, et surtout, elle est complètement à la traîne sur le renouvelable. Songez qu'en France, qui a la deuxième façade maritime du monde, on a 0 parc éolien offshore au moment où on parle. Ils sont en projet, mais ils ne sont pas sortis de terre. Et donc là, il y a une vraie difficulté en termes de stratégie énergétique. Et moi, tout ce que je demande, c'est qu'on ait une stratégie énergétique qui nous fasse, à terme, sortir du nucléaire, qui devient une impasse économique. C'est aussi ça qu'il faut mesurer. Alors, David Cormand, au fond, il y a des chiffres. Vous avez vu sans doute que beaucoup de responsables politiques disent qu'en effet, ça va augmenter les émissions de CO2, la fermeture de Fessenheim. Il y a des chiffres très différents qui circulent. Fabien Roussel, par exemple, lui, a dit ce matin que c'était, je crois, 4 à 6 000... alors, je ne sais plus quelle est l'unité, c'est un peu compliqué, elle m'échappe à l'instant. Mais en tout cas, que ça va augmenter. Mais au fond, on pourrait poser la question à l'envers. Quel bénéfice va représenter pour l'environnement, pour le climat, la fermeture de cette centrale nucléaire, dont tout le monde s'accorde aussi à dire qu'elle fonctionnait encore très bien et qu'elle aurait sans doute pu encore fonctionner assez longtemps, même si je sais que sa date d'opération, en principe, était passée depuis un petit moment. Oui, mais c'est quand même un sujet. Oui, enfin, elle a été inspectée, on a dit elle va très bien. C'est des centrales nucléaires qui ont été... Mais quel bénéfice ça va représenter ? Je vais répondre. D'abord, c'est des centrales nucléaires qui ont été conçues pour vivre 40 ans. Donc je veux bien qu'on puisse les prolonger, mais les prolonger, ça veut dire des nouveaux investissements. Ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la remise à niveau du vieux parc nucléaire français, ça a été chiffré entre 50 et 100 milliards d'euros. Il faut mesurer la somme que ça représente. Avec une entreprise EDF qui a déjà plus de 40 milliards d'euros de dettes. Donc le bénéfice pour l'environnement de sortir du nucléaire, c'est d'arrêter d'investir à fond perdu dans le nucléaire. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est présenté comme le fleuron de l'avenir du nucléaire français, ça s'appelle l'EPR. L'EPR, il y en a un qui a commencé à être construit en Finlande qui ne marche pas, et un autre en France, en Normandie, à Flamanville, qui avait été annoncé, quand on a commencé à le lancer, pour 2012, pour un coût de 4 milliards. On est à 11 milliards et on ne sait pas quand est-ce qu'il va démarrer. Donc il y a vraiment un enjeu de stratégie énergétique qui est complètement capté par le lobby nucléaire, appelons-le comme ça, et qui pose des problèmes de sécurité, qui pose des problèmes de déchets. Autre problème, le nucléaire nécessite énormément d'eau. Avec le changement climatique, on voit bien que les fleuves ont un débit moins important, etc. Donc, c'est plus de problèmes que d'avantages, alors qu'on a les économies d'énergie et encore une fois le renouvelable, qui est de moins en moins cher, et donc qui, eux, représentent une mieux-value en matière environnementale. Mais c'est vrai ce que vous dites, mais si on met chaque poids dans la balance, c'est vrai que les déchets, ils vont durer 1000 ans.
Pardon? Ah non, les déchets nucléaires... Nucléaire, plus de 1000 ans. Non, c'est horrible, c'est 300 000 ans. 300 000 ans. C'est 300 000 ans, les plus dangereux. Vous parliez de 1000 ans tout à l'heure. Donc... Non, sur les déchets nucléaires les plus dangereux, il y en a différentes catégories. Oui, d'accord. Les plus dangereux, ceux dont on envisage d'enfouir très profondément à Bure, c'est entre 100 et 300 000 ans. Ouais. Songeons que les pyramides, c'était il y a 5 000 ans. Ouais. 5 000 ans. Là, c'est pour 100 000 ans. Donc les Égyptiens ont légué à l'humanité... Tout ce qu'ils y ont enfoui, d'ailleurs. Non, j'espère qu'il n'y avait pas de nucléaire du reste. Donc les Égyptiens nous ont légué les pyramides. La France va léguer quoi? Des déchets qui ont une durée de vie. Vous avez raison. Mais le nucléaire, et quoi qu'on dise, est une énergie propre, elle ne pollue pas. Or, aujourd'hui, le problème, c'est le CO2. Le risque, c'est vrai, ce sont les déchets. Mais le poids dans la balance, finalement. Alors, si vous posez le débat comme si on avait le choix obligatoire, que CO2, carbone, que nucléaire, peut-être la question, elle se poserait. Sauf que l'alternative qui est proposée, c'est pas celle-là. Il y a l'Agence nationale de l'environnement, dont le nom m'échappe, qui est une agence d'État, mais aussi Negawatt, qui est une ONG, ont fait des scénarios pour de l'électricité. Électricité, 100% d'origine renouvelable en France à l'horizon 2050. 100%. Ça passe, encore une fois, par économie massive d'énergie et passage sur des énergies renouvelables. Donc les scénarios, en réalité, c'est l'ADEME, l'agence en question. Ces scénarios, en réalité, ils existent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les choix politiques et un jeu de communication où on veut faire rentrer dans la tête des gens qu'en fait, on n'a pas le choix entre le carbone et le nucléaire. Mais c'est une fausse alternative. Combien faudrait-il en France de champs d'éoliennes ou d'éoliennes offshore ou de panneaux solaires pour compenser la suppression de toutes les centrales nucléaires? Avec la question corollaire, à quoi vont ressembler les paysages de France qui sont parfois très jolis et qui sont parfois un peu défigurés quand même par des... D'abord, aller du côté de Tchernobyl et aller du côté de Fukushima, les paysages, c'est pas terrible non plus. Parce que le nucléaire, c'est aussi un risque. Ouais. Alors on dit qu'il est peu probable. Enfin, la preuve que ça arrive. Donc déjà, il faut avoir ça à l'esprit. Par ailleurs, pour répondre à votre question, il faut savoir quelle quantité d'électricité on a besoin dans notre modèle économique. Or, aujourd'hui, on raisonne à flux... Si on veut, par exemple, développer la voiture électrique, il va en falloir... oui, mais est-ce qu'il faut développer la voiture électrique à l'équivalent... Non. Est-ce qu'on la développe à l'équivalent du parc automobile thermique actuel? Moi, je ne crois pas. Et d'ailleurs, ce qui manquerait dans ce cas-là, c'est pas tant l'électricité que les métaux rares nécessaires pour faire les batteries des voitures en question. Donc, vous voyez, quand on parle du modèle global, il ne faut pas penser qu'on va trouver une solution magique qui se substitue à ce qu'est aujourd'hui le tout nucléaire. Le problème des batteries aussi, c'est elles durent comment on les on peut les recycler. Mais pareil, le problème de l'électricité, le problème de l'électricité en général, c'est que c'est une électricité, on sait peu la stocker. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les barrages en France, ils servent essentiellement à stocker le courant. C'est-à-dire que quand on produit trop d'électricité avec les centrales, on envoie l'électricité, on pompe l'eau en aval, on la met dans les réservoirs et on libère quand... on parle de renouvelable, mais en fait, c'est lié au tout nucléaire. Enfin, quand même, un dernier argument, ça doit nous interroger. Pourquoi, si le nucléaire, c'est si formidable, pourquoi la France est le seul pays à avoir mis tous ses œufs dans le même panier nucléaire? Aucun autre pays n'a fait ce choix. Et pourquoi... C'est une question de souveraineté aussi. Ah bon, on produit combien d'uranium en France? Il y a 0 réserve d'uranium en France. Donc, y compris l'argument de la souveraineté, c'est vrai aussi pour les métaux rares, c'est vrai mais il n'y a pas de souveraineté spécifique. Il faut de l'uranium pour faire de l'électricité d'origine nucléaire. Bon argument. On va passer au municipal. On a eu la vague bleue, la vague rose, voici la vague verte. Donc dimanche, les écologistes ont conquis 6 villes de plus de 100 000 habitants et 4 de plus de 50 000. Mais une victoire qui est le fruit, vous le reconnaîtrez, d'une union avec d'autres partis de gauche. Est-ce que c'est une leçon que vous retiendrez? Par exemple, pour la présidentielle, l'union fait la force. Alors, ce qui est vrai, c'est que quelles que soient les forces politiques, on ne gagne jamais seul. C'est-à-dire qu'il y a traditionnellement, à gauche comme à droite, toujours, la nécessité d'avoir autour de soi d'autres forces politiques qui permettent d'être majoritaires, ce qui est le jeu dans une démocratie. Après, la question qui est intéressante, c'est quoi la force propulsive? C'est quoi l'idée propulsive qui permet de gagner? Pendant des décennies, ça a été l'imaginaire de gauche traditionnelle, d'inspiration marxiste, social-démocrate ces dernières années. Or, ce modèle-là, cette promesse politique, devient obsolète, en tout cas ne retient pas la confiance, de moins en moins de confiance des citoyennes et des citoyens. Donc la proposition des écologistes, c'est de dire que pour répondre à ce que sont les droites aujourd'hui, qu'elles soient extrêmes, conservatrices ou libérales,
la réponse de demain, c'est la question écologique. Donc oui, il faut des partenaires, mais il faut aussi assumer une nouvelle offre qui soit autour de la question de l'écologie. Mais est-ce que vous serez en mesure, David Cormand, de proposer en 2022 un projet qui soit plus large que simplement les considérations écologiques, qui sont, on le voit bien, de plus en plus importantes aux yeux des Français. Mais c'est vrai qu'entre l'aspiration à avoir une ville gérée de manière plus propre et l'aspiration à avoir un pays, ça n'est pas une grande ville, c'est aussi des relations internationales, c'est aussi de la diplomatie. Sur toutes ces questions-là, sur les questions de souveraineté qui ont émergé assez largement pendant la crise du coronavirus, sur les questions de flux migratoires, est-ce que vous aurez des réponses? Vous en aurez sans doute, mais est-ce que vous aurez des réponses qui pourront séduire une majorité de Français? Il y a deux questions dans votre question. Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que ça va séduire une majorité de Françaises? J'ai essayé déjà de répondre à la première question. En fait, elle est intéressante, cette question, parce que depuis toujours, depuis le moment où l'écologie politique est apparue, on a beaucoup entendu, mais l'écologie, elle est partout. Elle n'est pas la spécificité d'un parti politique plutôt qu'un autre. Et on a dû beaucoup argumenter par rapport à ça. Or, ce que je note depuis quelques mois, quelques années, qui me paraît notable, c'est que les forces politiques disent maintenant on a des approches différentes de l'écologie. Et donc les conflictualités, c'est-à-dire le débat démocratique, il se structure autour de la question écologique. Et ce qui est intéressant dans une perspective historique, c'est qu'en gros, les débats politiques au XIXe siècle, rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin, c'était autour de la question démocratique. La naissance en Occident en tout cas. La naissance des États-nations, la fin des monarchies, etc., etc. C'est ajouté à ça au XXe siècle la question sociale. C'est l'arrivée du marxisme, c'est la question du compromis fordiste, etc. S'ajoute à ça au XXIe siècle la question écologique. Et la question centrale autour duquel va s'organiser le débat, la question clivante, c'est quelle écologie? Est-ce que c'est une écologie compatible avec la croissance capitaliste et libérale? Est-ce que c'est une écologie rabougrie, conservatrice, comme le Front National, d'ailleurs, ou le Rassemblement National, pardon, peut le présenter? Ou est-ce que c'est une écologie telle que nous la proposons, qui a une filiation avec les valeurs humanistes, etc., etc. Donc c'est en ça que l'écologie est une thématique autour de laquelle on pose plein de questions. La question de la souveraineté, c'est une question fondamentalement écologique. La question des migrations liées au changement climatique, c'est une question fondamentalement écologique. Mais est-ce qu'il y a cette... on accuse souvent une partie des Verts, en tout cas il y a deux lignes, d'être anti-consumériste, d'être anti-productiviste, et puis une autre ligne qui est plutôt la ligne peut-être de Yannick Jadot, l'économie et l'écologie, c'est peut-être compatible. Est-ce qu'il n'y a pas ces deux lignes de fracture? Alors, moi, je comprends, c'est souvent présenté comme ça, je ne partage pas cette lecture des clivages. Oui. Parce qu'en réalité, Yannick Jadot, il vient de Greenpeace, il n'est pas pour la surconsommation, il n'est pas favorable au capitalisme et tout ça. Non. Quand on est écolo, en fait, ce qui est intéressant... On vous accuse d'être décroissant, on dit les jeunes écolos ne veulent pas faire d'enfants parce que... Alors ça, c'est un autre sujet. Mais la décroissance, c'est un autre sujet. Que les écologistes, en tout cas nous, disions que oui, il faut une décroissance de l'utilisation du carbone, c'est clair. Qu'il faille une décroissance des pollutions, c'est clair. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait une économie qui réinterroge la façon de produire et de consommer. Pour un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique dominant, il repose sur le fait qu'il faut une croissance infinie. Mais ça nécessiterait qu'il y ait des ressources infinies. Or, la planète est un milieu clos, fini. Donc, comment on invente un modèle économique qui prend en compte la finitude de la planète? Et ça ne peut pas être un modèle croissantiste tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est donc un modèle qui interroge la façon dont on consomme. Donc on caricature, selon vous? Mais c'est normal, c'est le débat démocratique. Mais en fait, aujourd'hui, regardez, on est en train de vivre non pas la décroissance, mais la récession. Ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'est un phénomène de récession. Et quand il y a des crises économiques, et la différence entre la décroissance et la récession, c'est que la décroissance, c'est choisi, c'est organisé. La récession, c'est subi. David, comment on va évoquer la Convention citoyenne, puisque le président de la République a reçu ses représentants hier, 150 membres, qui sont arrivés avec 149 propositions. Le président de la République a dit « j'en prends 146 ». C'est pas mal, non? 146 sur 149. Ça fait une bonne note, 146 sur 149. Ah, ça, c'est une excellente note. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un tournant, ce qui s'est passé hier? Est-ce que c'est un vrai virage écologique du président de la République? Vous savez, comme j'ai l'esprit taquin, j'ai été regarder, mais mon Dieu, pourquoi il en a-t-il pas pris 149? Donc, c'est lesquelles? Les trois qu'il n'a pas prises. Il y en a une, c'est l'histoire des 110 km/h. Vous pouvez comprendre Oui, non, parce que c'est une très bonne mesure. Pour des raisons environnementales, mais aussi de sécurité. En réalité, ce n'est pas une concession
qui représente un sacrifice colossal, sincèrement, de rouler en moyenne jusqu'à 110%. Ouais. Bref, bon, oublions celle-ci, parce que c'est celle qui a focalisé l'attention, alors qu'il y a plein de choses beaucoup plus intéressantes. Il y en a une autre qui l'a refusée, c'est la fiscalité des dividendes, à hauteur de 4%. Ouais. C'est quand même pas terrible. On parle de Green Deal, qui fait référence au New Deal. Le New Deal de Roosevelt, quand il le met en œuvre, c'est pas 4%, c'est pas 20%, c'est pas 50%, c'est 90% de taxes sur les plus riches pour financer le New Deal. Là, on parle de 4% que sur les dividendes. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a un problème avec Emmanuel Macron, c'est que quand il s'agit de mettre en fallace la fiscalité sur le diesel, qui concerne tout un chacun, ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture, là, ça ne lui pose pas de questions, et moi, je suis favorable à cette fiscalité-là, donc je suis à l'aise. Mais lui, là, ça lui a posé un problème, ça ne lui a pas posé de problème. Quand il s'agit de fiscaliser les 4% de dividendes, c'est-à-dire des gens qui gagnent de l'argent en rentier, là, c'est pas possible. Et ça, c'est une question écologique aussi. Si on veut financer la transition énergétique, où on va chercher l'argent? Eh bien, on va chercher l'argent chez ceux qui en ont beaucoup et qui le gagnent uniquement par la rente. Dernier argument là-dessus, Engie, qui est une entreprise énergétique, elle a distribué ces dernières années plus de dividendes que ses bénéfices. Donc on est dans un modèle économique aberrant où on distribue aux actionnaires plus de dividendes que l'entreprise fait de bénéfices. Donc elle s'est mise en déficit? Est-ce que elle avait suffisamment, elle avait de la pour trésorerie. verser. Ouais. Et quand on fait ça, taxer ces dividendes outrageusement indus, est-ce que c'est scandaleux? Et ça, il l'a repoussé. L'autre question qu'il a repoussée, c'est, mais peut-être j'ai été un peu trop long, mais sur la question de l'écocide, qui est une question fondamentale, qu'il a repoussé un peu d'un revers de main, c'est pas Pas prêt. dire qu'il fallait y réfléchir, mais... Oui, mais il faut réfléchir vite. La chute de la biodiversité, elle est vertigineuse, elle est rapide, la vie est en train de quitter la Terre, et donc il faut agir très vite. Vous avez dit tout à l'heure, l'écologie n'a pas une spécificité d'un parti. On note quand même que vous n'avez pas fait d'alliance avec les partis du centre ou de la droite ou de la République En Marche. Cependant, un remaniement se prépare. Est-ce que, pour le bien commun, un écologiste, je ne sais pas lequel, accepterait ou devrait entrer dans le futur gouvernement qui sera remanié dans les quelques jours qui viennent? C'est pour ça que j'ai laissé mon téléphone allumé des fois. On ne sait jamais. Oui, non, blague à part. Pourquoi la réponse sera non? Parce que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Mais pourquoi c'est pas cohérent? Parce que pardon. Il reste 30 secondes, je vous le dis. la logique de l'écologie, elle s'inscrit dans une logique globale. Regardez Nicolas Hulot, qui a fait confiance à cette majorité parlementaire, à ce gouvernement pour agir, il en a tiré quelle conclusion? C'est que c'était pas possible d'agir. Il faut une cohérence globale. C'est ce que j'ai dit sur l'histoire de la fiscalité, etc., etc. Donc non, il faudra une alternance politique dans ce pays pour que l'écologie soit au pouvoir. Merci David Cormand, c'est la fin de cette émission. Merci à beaucoup vous. et merci à Charlotte Urien Tomaca d'avoir préparé cette émission et on se retrouve mardi prochain. À très vite pour une autre session de Mardi Politique. Bonsoir.